Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session iNews Mobility avec notre partenaire Sixt. Ce soir, nous allons aborder un sujet prégnant pour toutes les personnes qui nous écoutent, à savoir l'évolution des AEN. On sait qu'effectivement, depuis maintenant plusieurs années, les AEN évoluent. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir effectivement d'accueillir trois invités avec Laurent Jolivet qui dirige la flotte auto de Verisure. Bonsoir. Bonsoir Laurent et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci. J'ai également Guillaume Poirier qui est Project Director électromobilité chez Sixt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et Jacques de Villeplay qui est directeur commercial France Benelux chez Sixt. Merci bonsoir, Jacques d'être avec nous ce soir. Donc comment ça va se dérouler? Nous sommes à peu près 3 quarts d'heure ensemble. À la fin notamment de ce débat, vous pourrez poser, vous auditeurs et auditrices, des questions, bien entendu. Et ensuite, nous enverrons le replay et nous allons rejoindre effectivement dans nos locaux une vingtaine de personnes qui aient souhaité assister notamment à ces échanges en physique. Alors, comme j'ai dit précédemment, aujourd'hui on sait que le texte et les AEN n'ont pas évolué depuis plus de 20 ans. Ça implique quoi effectivement notamment une pression fiscale qui est importante, qui oriente notamment le choix vers l'électrique au détriment notamment du thermique. Ces effets sont rétroactifs, ce qui complexifie notamment le sujet. Et ça, c'est du jamais vu. Hein. On peut le constater, c'est vraiment du jamais vu. Très clairement, il y aura un impact RH, on sera même d'en parler. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Laurent. Je vous laisse vous présenter déjà en 2 mots. Alors, pour ma part, moi, je suis le directeur de la flotte auto pour le groupe Verisure. Verisure, c'est le leader de la télésurveillance en France et en Europe. Cet impact en entreprise, il a vraiment fait l'effet d'une bombe quand il est paru fin février. D'une part par son effet rétroactif au 1er février, mais également par, on va dire, l'assiette de calcul qui a évolué, et donc les règles de fonctionnement pour les entreprises qui ont été extrêmement pénalisantes. Et il a fallu en quelques instants, on peut le dire comme ça, quelques heures, quelques jours, se mettre au niveau du texte. Donc beaucoup d'effervescence sur un texte qui impacte beaucoup de personnes. Je pense qu'on rentrera après dans le détail. Mais le premier impact que ça a pu être, c'est un impact, comme je le disais, de bombe qui a été perçu par les entreprises. Très bien, merci Laurent. Vous représentez l'industrie. Sixt, aujourd'hui, comment vous accompagnez effectivement et vous organisez par rapport justement à ce changement davantage en nature ? Alors, chez Sixt, là aussi, je rejoins Laurent, il y a eu un effet de surprise suite à cette annonce. Donc on a dû réagir très vite. Heureusement, on a quand même anticipé pas mal de choses dans le monde du véhicule électrique. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on a mis en place plusieurs choses, 3 choses majeures qui sont, la veille permanente de toutes ces annonces, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui changent en permanence. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec notre service juridique et fiscal pour avoir les bonnes informations au bon moment. C'est le premier point. La deuxième chose, et c'est essentiel, c'est bien former nos commerciaux pour que eux puissent venir en rôle de conseillers, de consultants auprès des gestionnaires de flotte ou des travel managers, afin de leur donner les bonnes informations au bon moment et bien les orienter dans leur prise de décision. Et puis il y a un 3e volet, Guillaume. Qui est la flotte, hein, effectivement, puisque, alors effectivement, c'est arrivé sur un effet d'annonce, mais on n'avait pas du tout anticipé ce changement. Heureusement, chez Sixt, on propose maintenant depuis de nombreuses années une part importante de véhicules électriques, mais ça nous a aussi obligés à revoir notre politique d'achat pour intégrer plus massivement des véhicules électriques et électrifiés à faible émission, pour justement être en mesure de pouvoir accompagner nos clients un peu plus fortement sur justement cette nouvelle disposition légale et donc pouvoir répondre à l'ensemble des demandes de nos clients. Par rapport notamment à cette veille, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que les responsables de l'automobilité sont en demande et viennent aussi à vous, hein. Je sais que vous les rencontrez parce qu'aujourd'hui vous accompagnez le marché, mais est-ce que vous sentez effectivement que le marché est vraiment en attente par rapport à ce sujet ? En fait, pour être très honnête, moi, ça fait 9 ans que je travaille chez Sixt et on était plus en relation avec les directeurs achats et les directeurs de travel mobilité, et moins sur les responsables de parc. C'est une erreur parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vous,
qui êtes vraiment au cœur de la mobilité, parce que c'est vous qui allez acheter les véhicules. Et maintenant qu'on connaît la problématique qu'on a avec les véhicules éco-scorés, les véhicules électriques, les véhicules hybrides qu'on a connus, etc., c'est extrêmement compliqué. Et le directeur achat, lui, va plutôt travailler sur un tarif journalier, mais il n'est pas du tout dans la problématique de quel véhicule, pour quel collaborateur et quelle utilité, quelle utilisation il va avoir de ce véhicule-là. Donc oui, il y a un réel attrait, en tout cas une réelle question de la part des responsables de flotte qui viennent nous voir en disant mais vous, les loueurs courte durée et moyenne durée, qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que c'est vrai que vous, responsables de flotte, vous étiez peut-être un peu plus orientés sur la longue durée, mais on se rend compte que là, on a vraiment des sujets communs à traiter ensemble. Et j'imagine qu'on en parlera, on l'abordera effectivement tout à l'heure par rapport à ce sujet RH, parce que ça impacte bien évidemment notamment les entreprises et forcément les DRH. On pourra aborder également la relation que vous avez de plus en plus, j'imagine, avec les DRH dans les entreprises. Oui, d'accord. Donc, pareil, petite question, justement, pour aborder cette transition du thermique vers l'électrique. Guillaume, vous l'avez brièvement abordé. Jacques, comment vous accompagnez le marché, justement, sur cette transition du thermique vers l'électrique? Alors, je pense que je ne vais pas revenir sur la loi LOM. Ceci étant, la loi LOM vous impose dès cette année d'avoir 20% de votre parc qui se renouvelle en véhicules full électriques. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez être sanctionné de 2 000 € par véhicule qui n'est pas électrique. Nous, on vous accompagne, c'est la bonne nouvelle, parce que le fait de pouvoir travailler avec un loueur courte et moyenne durée, vous allez pouvoir intégrer dans votre flotte ces véhicules-là que vous allez pouvoir louer chez Sixt ou à l'autre loueur, bien évidemment. En l'occurrence, si vous louez 4 fois 3 mois un véhicule électrique, c'est un véhicule de moins que vous aurez dans votre reporting à déclarer en termes de véhicule thermique ou électrique. Donc, le support du véhicule électrique et du loueur que nous représentons est intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que la location courte durée vous permet aussi de faire vivre cette évolution en douceur auprès des collaborateurs qui roulent en véhicule et qui doivent passer du thermique à l'électrique. Quel type de véhicule, quelle distance vous parcourez en moyenne par jour. Sachez que, par exemple, dans nos calculs, nous voyons qu'en moyenne, 30% de vos locations sont des locations de moins de 3 jours et de moins de 150 km. Donc c'est typiquement des locations à orienter sur des véhicules électriques. Et ça, c'est une transition que vous pouvez faire en douceur grâce aux loueurs. Et puis, le deuxième point que je veux évoquer ici, c'est que pour pousser les responsables de flotte à se lancer sur l'électrique, on a des offres. Une offre qui s'appelle 60 Days. Pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire 60 jours. Et donc, 60 jours, si vous engagez à louer une voiture Sixt pendant 60 jours, sachez que là, on a des offres très très fortes où on a une i2008 à moins de 360 € par mois, ce qui est quand même un prix intéressant pour justement vous inciter à tester ces véhicules-là chez nous. Et puis il y a un troisième point. Tu le soulignais, hein, effectivement, on a un tiers de nos contrats n'ont pas forcément besoin d'accompagnement pour la recharge ou pour le fonctionnement d'un véhicule électrique, puisque c'est sur moins de 3 jours, moins de 150 km. Néanmoins, pour tous les autres contrats, on est en mesure aujourd'hui chez Sixt de proposer tout un tas de services assez novateurs, puisque nous sommes le premier loueur de courte durée à avoir intégré la solution de recharge au sein de notre application Sixt. Donc vous pouvez directement utiliser notre application Sixt, votre propre compte, et pouvoir vous recharger directement sur n'importe quelle borne de recharge en Europe. Nous avons plus de 550 000 points de charge aujourd'hui disponibles sur notre application. Donc ça, tout ça est intégré directement sur notre écosystème Sixt. Nous proposons aussi des guides pour accompagner chaque utilisateur dans son parcours avec un véhicule électrique pour lui montrer tous les éco-gestes, les gestes de bonne conduite pour économiser de la recharge et de l'autonomie. Nous avons lancé aussi ce mois-ci un partenariat d'envergure avec Electra, puisque nous allons déployer une option de recharge illimitée dès ce mois-ci, donc pour quelques euros par jour, et c'est directement intégré dans le contrat. C'est-à-dire que les collaborateurs qui souscriront à cette option pourront se recharger sur n'importe quelle station Electra en Europe aux frais de Sixt, moyennant effectivement donc, le prix de cette option par jour, mais cela nécessitera aucune note de frais à la sortie du contrat.
Donc, ce qui est quand même un super intérêt pour le collaborateur. Très bien. Et Jacques, vous dites effectivement, on sait qu'il y a une obligation légale pour les entreprises par rapport à l'électrique. Ça, c'est effectivement factuel. Mais par rapport à ça, justement, est-ce que votre système permet de mettre le pied à l'étrier et d'avoir des ambassadeurs au sein de l'entreprise pour passer à l'électrique également? C'est intéressant. C'est-à-dire que votre schéma sur la partie location courte et moyenne durée permet de tester et on va dire de sécuriser peut-être, de rassurer notamment les utilisateurs. Complètement. Déjà, nous, on fait des workshops avec plusieurs entreprises où on va venir avec 4, 5, 6 modèles de véhicules électriques. Et puis, pendant toute une matinée, les véhicules électriques sont mis à disposition des collaborateurs qui veulent les tester. Et puis, on leur explique comment on fait les charges. Ça c'est, je dirais, des pop-up qu'on met en place pour nos clients. Mais il est clair qu'il y a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir en disant... J'hésite entre, j'ai cité un i2008 ou, j'en sais rien, l'équivalent chez Opel ou chez Renault. Le fait de pouvoir utiliser la location courte durée va leur permettre de tester ces véhicules-là pour l'ensemble des collaborateurs et choisir le bon véhicule pour le bon usage. Ouais. Très bien. Okay. Il y a un autre point, parce que ce serait trop facile si avec l'AEN et sur l'électromobilité, aller vers l'électrique. On sait qu'il y a un point également qu'on voit apparaître, c'est l'éco-score. Donc de la même manière, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce qu'est l'éco-score pour que ce soit plus clair aujourd'hui pour nos auditeurs? Alors l'éco-score, c'est une savante recette mise en place par l'ADEME, l'agence ministérielle. Donc c'est basé sur plusieurs critères qui sont à la main, enfin à leur seule main, et c'est les constructeurs qui doivent fournir toutes les pièces justificatives pour établir un score basé sur 100. Et cela comprend effectivement toutes les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du produit, donc de la fabrication jusqu'à sa fin de vie, en prenant en compte surtout les moyens d'acheminement. Donc si c'est du maritime ou du ferroviaire ou du par route, voilà, exactement. Voilà. Et ensuite, ça prend également donc, les normes d'homologation WLTP de sa consommation réelle, les émissions liées à ses composants, ces éléments de durabilité et de réparabilité. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué à calculer pour un utilisateur et même pour les constructeurs eux-mêmes, puisque eux envoient tous les documents et après ils réceptionnent la note finale qui leur a été administrée. Et en fait, en fonction de ça, on a une plateforme sur l'ADEME où on est capable effectivement de voir quels sont les modèles éligibles en fonction de leur type de version. D'accord, donc vous avez quand même aussi un rôle de conseil quand même, c'est ça qui est important, c'est au-delà de l'offre. Et en plus de ce calcul-là, donc pour que nos clients puissent s'y retrouver, on est en train de travailler sur, vous savez, on a des catégories thermiques, électriques, et on va faire ressortir si la catégorie électrique que vous allez louer chez nous est une catégorie électrique éco-scorée ou non éco-scorée. Ce qui vous permettra aussi d'orienter vos choix de location en fonction de vos obligations. Voilà. Très bien. On sait, on en parlait Laurent tout à l'heure, effectivement, on sait qu'aujourd'hui le gouvernement est toujours assez créatif à tout point de vue, hein, pas que dans l'électromobilité, dans les mobilités. Il y a le sujet également notamment de la TVA récupérable. Si vous pouvez déjà, en tant qu'effectivement manager métier, utilisateur par rapport à votre entreprise, nous en dire quelques mots. Voilà, en sachant que voilà, on est aux prémices, c'est le début, mais déjà, si on peut... Alors, c'est un nouveau dispositif plutôt européen qui oblige le pays à changer un peu la règle du fonctionnement. Mais très objectivement, ça a surpris tout le monde. Pourquoi ? On a eu début février nouveau texte de loi de finances qui est arrivé, 14 février. 27 février, le nouveau décret sur les AEN, qui était plutôt des éléments à charge pour les entreprises qui devaient s'adapter, avec marche forcée ou en tout cas continuer le développement qu'ils avaient fait. Ce qui s'est passé, c'est que depuis fin avril, il y a ce nouveau texte qui est plutôt quelque chose de bénéfique pour les entreprises, de pouvoir récupérer une partie de la TVA. Alors historiquement, quand on parlait de récupération de TVA dans les entreprises, on avait l'habitude de dire on récupère la TVA sur le carburant. Pour une certaine partie de typologie de véhicules, on pouvait la récupérer. Là, c'est plus global. Donc l'enjeu économique, il est intéressant, et en plus avec un effet rétroactif sur 3 ans. Donc quand on dit ça, aujourd'hui, je pense que tous les fiscalistes dans toutes les entreprises se mettent à regarder ça avec la plus grande attention du monde pour se dire est-ce qu'on y va, on n'y va pas.
Le bruit de marché fait que tout le monde se dit il faut y aller le plus vite possible avant que ce système-là soit stoppé, freiné, je ne sais quoi, ou gelé par le gouvernement. En tout cas, on le voit qu'en l'espace de 4 mois, on a eu 3 changements majeurs. 2 plutôt à charge, 1 qui est plutôt dans une récupération, mais qui n'est pas un texte français, qui est plutôt une réglementation européenne qui oblige la France à se mettre à niveau. Donc c'est vraiment aujourd'hui un élément où on parlait un peu de l'accompagnement d'acteurs, Sixt en est un, bien entendu, de conseil. Ce conseil-là, aujourd'hui, un fleet manager, un responsable de parc, du travel ou même un directeur achat a besoin aussi d'être à jour sur ces éléments de loi, ces éléments qui arrivent. C'est quelque chose qui est très compliqué. Pour une entreprise, vous avez des personnes qui sont très opérationnelles, d'avoir la connaissance du texte, des conditions, des points d'attention à avoir sur ce texte-là et des impacts. Je pense que voilà, si on arrive à tous se nourrir de bonnes réponses, on va dans le bon sens de l'histoire. Mais c'est très compliqué aujourd'hui et d'autant plus en 2025 de se mettre à niveau des bonnes spécificités. Et au regard, juste je terminerai là-dessus, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, les avantages en nature, la TVA, je parlais de la loi de finances, le job d'un responsable de flotte commence à se transformer en job de juriste ou en job de quelqu'un qui a une étoffe totalement différente. Donc je pense que l'agilité, bien entendu, beaucoup de patrons de flotte l'ont, mais on voit qu'on est en train de tendre vers des systèmes qui sont extrêmement compliqués. Voilà. Donc ça veut dire que plus on est nombreux à bien comprendre, bien céder et surtout voir la finalité, généralement, c'est un trio qui est plutôt gagnant pour les entreprises et surtout pour la paix. Parce que, je ne suis pas le premier à le dire, je sais que des grands groupes d'industrie l'ont dit, mais plus on a une stabilité fiscale, mieux on se porte. Je pense que dans les flottes, il faudrait le transposer. Voilà. Très bien. Et Laurent, il y a un point intéressant peut-être à traiter également, vous l'avez exprimé, c'est le fait que votre métier évolue. Maintenant, est-ce que justement, en interne, vous avez besoin de marketer, d'embarquer les autres membres, notamment de l'entreprise, sur des fonctions comme effectivement les directions juridiques, les directions financières? Est-ce que c'est des fonctions avec lesquelles vous parlez beaucoup plus maintenant, qui viennent vers vous et sur lesquelles justement vous pouvez mener à bien vos projets en interne sur ces sujets? Mais de fait, je pense que le job a toujours été passionnant. Moi, j'en parle avec passion depuis des années parce que c'est un job qui est hyper transverse. C'est un job qui est une colonne vertébrale pour une boîte. Que ce soit une boîte qui fait du profit avec des vendeurs, comme une boîte qui délivre des véhicules pour du staff, consultants et autres. Ce qui évolue fortement, c'est l'intensité et la pression financière qui est faite. Donc, je pense que l'envie de décarboner et l'envie d'avoir des transitions énergétiques, beaucoup d'entreprises et beaucoup de jeunes aussi l'ont nativement. Je l'ai également, c'est une ambition que tout le monde a. Après, on est quand même sous une contrainte d'arriver à vouloir décarboner avec des prix raisonnables et de trouver cet équilibre qui est toujours très complexe pour une entreprise, pour pas trop dégrader son résultat. Ça, c'est le premier point. Et le point qui vient tout de suite s'additionner, c'est le bénéfice ou le risque qui est souvent caché dans des éléments juridiques. Et donc, de fait, il faut soit se remettre à niveau et réapprendre, donc ça met du charme au métier, parce qu'on réapprend tous les jours, soit se faire aussi accompagner ou aider de personnes avec qui on a des points réguliers. Et ça permet de grandir dans un temps mais surtout de développer vraiment un portefeuille de connaissances, je devrais le dire comme ça, encore plus, de façon plus sympa, avec d'autres services sur lesquels, je disais à l'instant, on n'a pas des interactions évidentes. Naturelles, évidentes. Exactement. Et les gouvernances, justement, aujourd'hui, elles ont plus d'appétence ou justement, elles sont plus à l'écoute? Est-ce que vous sentez que justement, il y a un basculement par rapport à tous ces sujets, ou est-ce qu'elles comprennent, elles intègrent, elles sont sensibles? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont impactées soit par de l'opérationnel, soit par du financier. De fait, tout dépend un peu du lead de l'entreprise, ou de l'objectif, de l'entreprise. Le point crucial, je pense que c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les attentes. On a vu que ces dernières années, les coûts sur les véhicules ont augmenté de façon vertigineuse. Soi-disant, il n'y a pas d'inflation. Dans les faits, c'est toujours très présent. Donc on est vraiment au carrefour d'essayer de tordre un peu ce métal qui est dur pour redescendre à des coûts beaucoup plus acceptables. Je prends un exemple type, c'est l'engagement qu'on a sur une voiture.
dans un métier de responsable de parc, quand on prend des voitures, on fait un choix, c'est pour 3-4 ans. Donc c'est un temps qui est long. La courte ou la moyenne durée est un moyen, je pense, sur une nouvelle énergie qui est arrivée et qui est bouillonnant sur le marché, qui est le véhicule électrique. Le véhicule électrique, tout le monde a un avis, tous les constructeurs les ont au catalogue, mais on voit que ça évolue à une vitesse qui est encore plus importante que l'informatique. Donc on se dit, est-ce que je fais le bon choix ? Éco-score, non-éco-score, on vient de l'aborder. Est-ce que les autonomies seront suffisantes par rapport à mon activité d'aujourd'hui, mais de demain ? Je prends un contrat de 3-4 ans, comment ça se fait ? Et donc je pense que l'un des éléments peut-être nouveaux, un peu disruptifs, c'est de réfléchir à une solution peut-être intermédiaire, de moyenne durée, peut être 18 mois, 24 mois, de voir comment ce modèle-là peut être aussi intégré dans des flottes, parce que ça a du sens, en tout cas pour cette énergie-là. Ça a du sens. Après, on peut parler d'autres, il y a les plug-in hybrides, les rechargeables, c'est aussi une alternative qui va revenir vraiment en force dans les années à venir. Mais en tout cas, le métier est en perpétuel mouvement, il est complètement chamboulé et il est, on va dire, régulièrement impacté par notre charmant gouvernement qui a tendance à appuyer fortement sur la tête des entreprises et des voitures de fonction, chose qui n'est pas forcément équitable d'un point de vue social. Je parlais de la bombe, le mot bombe qui était une image, bien sûr, mais cet impact des avantages en nature, tout l'aspect social a été fait en urgence ou est encore en cours dans les entreprises, ce qui, d'un point de vue compréhension des salariés, est totalement inédit et totalement injuste. Enfin, c'est totalement injuste. Donc, d'aller expliquer à un collaborateur qui change de voiture que son avantage en nature va évoluer de façon significative, enfin, qui se charge de ça ? C'est soit la RH, soit le responsable de parc, soit une autre personne. Mais dans les faits, je pense que c'est très brutal et sans accompagnement. Ce que j'allais dire, c'est un accompagnement, parce qu'effectivement, Guillaume, vous parliez tout à l'heure de la formation, quand on passe notamment du thermique à l'électrique. C'est pareil, effectivement, le côté social est important, parce que ça permet effectivement de faire de la rétention, notamment des éléments. Ça permet d'attirer également. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Qu'est-ce que vous constatez du côté de chez Sixt ? Laurent l'a exprimé. Au niveau des RH, est-ce que vous parliez notamment des directions financières ? On sait que l'automobile, c'est quand même en général le deuxième ou troisième poste de dépenses dans l'entreprise, après la partie IT et RH justement. Est-ce que vous constatez que vos interlocutrices et interlocuteurs, je sais qu'il y a beaucoup de femmes DRH plus que d'hommes, en général, nous on le voit à l'Agora d'ailleurs, est-ce que justement vous rencontrez de plus en plus de DRH déjà d'une part, et comment ils appréhendent ce point qu'on vient d'évoquer avec Laurent ? Alors, on les rencontre peut-être un peu plus, mais en tout cas, on voit qu'ils sont présents dans le processus de décision du responsable de flotte qu'on va avoir en face de nous. Parce que lui va reporter ou va remonter les informations au DRH. On ne l'a peut-être pas dit au début, mais cet arrêté, quand même, ça a un impact majeur sur le salaire des collaborateurs. Parce que là où une voiture, on va prendre 9% de son prix global, et c'est comme ça qu'on va calculer un avantage en nature, demain, c'est plus 9%, c'est 15%. Et donc, d'un avantage en nature, vous payez à peu près 350 € par mois, vous montez à 530 € par mois en moyenne. En revanche, si vous passez au véhicule électrique, vous avez un abattement de 50% aujourd'hui qui va monter à 70%. Donc, ces 350 € par mois, ils vont revenir à 130 € par mois. Vous voyez que ça fluctue entre 130, 350 et 500 € par mois. Et je ne parle pas des voitures de fonction, où vous avez aussi l'essence qui est prise en charge. Et donc là, on monte à 800 € par mois. Donc le gap, il est énorme. Et le sentiment d'injustice qui a été évoqué par Laurent, il est réel partout. Donc, comme c'est très nouveau, les RH n'apparaissent pas encore dans nos relations, mais je suis certain que ça va être un sujet. Pour eux aussi, qu'on va devoir aider à traiter. Et donc le mot de consulting, ou en tout cas de conseil, nous, on se positionne clairement comme ça pour essayer d'orienter, de vous aider, vous responsables de parc, dans votre stratégie de verdissement de votre flotte en prenant l'aspect social et fiscal. Parce qu'effectivement, au-delà de la partie technologie, législation, il y a vraiment cet aspect RH qui est plus qu'important, qui est vraiment essentiel. Et vous, là, vous le ressentez, c'est-à-dire que vous avez vraiment aussi des managers métiers qui viennent, ou des salariés
qui viennent vous voir sur ces sujets ou très clairement qui sont dans l'incompréhension Ouais, ou, je pense que beaucoup étant concernés, mais dès que le texte est apparu, dès qu'on a communiqué en interne sur l'évolution entre... Il y avait un avant avec un régime A et il y a un après avec un régime B. Jacques en parlait, il y avait un 9% et un 15%. Quelqu'un qui devait renouveler sa voiture en 2025 et qui est impacté, il faut lui expliquer. Et fois le nombre de collaborateurs, plus l'entreprise est grande et plus il y a le nombre de collaborateurs, très compliqué. Donc tout le monde a plein d'avis. Il faut respecter bien sûr la ligne directrice et la politique de l'entreprise. Mais je reviens sur ce que je disais, on a été abandonné sur cet aspect social pour que chacun puisse prendre la mesure, l'exprimer en temps voulu, mais intelligemment, pour que les gens comprennent bien aussi ce mécanisme d'impact coût, mais factuel sur le salaire, parce que c'est un salaire, et que derrière, les gens comprennent que ce n'est pas une décision d'entreprise, et c'est une vraie décision du gouvernement et de l'État de faire évoluer un texte. Est-ce qu'on est contre ce texte et qu'on va aller... Bien sûr que non. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que déjà de faire un effet rétroactif, alors qu'il sort fin février, je ne comprends pas l'intérêt. Enfin, pour moi, c'est juste quelque chose qui me surprend. De se dire, voilà, dans 6 mois, voilà un peu la modification qui va être faite, ou de chercher un autre mécanisme. Ça pourrait se comprendre. Là, on est dans un système où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit impacter, les collaborateurs doivent payer, et on n'a pas d'alternative. Donc je trouve que c'est injuste. Voilà, le mot, il est là. Je trouve que c'est injuste pour les flottes d'entreprises, pour le salarié au final. Ça crée une distorsion entre des gens qui disent je veux passer à l'électrique, mais je ne suis pas éligible parce que je roule énormément. Enfin, ça crée un bazar très fort dans des entreprises qui doivent absolument se préparer à très grande vitesse, de se dire voilà, qui maintenant est compatible à l'électrification, qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire, qui devait prendre une nouvelle voiture. Beaucoup de questions qui n'étaient pas prévues. Alors je ne dis pas qu'on n'aime pas les questions, mais ça en met plus encore sur la table. Et de fait, ça crée surtout une certaine incohérence pour le conducteur. De la frustration. Et je rajouterais, mais ça c'est plus une problématique qui est la vôtre, vous, Fleet Manager, c'est que beaucoup de vos collaborateurs vont dire moi je préfère garder ma voiture plus longtemps. Bien sûr. Parce que j'ai pas envie de changer sur une électrique qui va pas correspondre à ce que je veux. Donc en plus, et donc ça veut dire que s'ils gardent leur voiture plus longtemps, vous allez peut-être acheter moins de voitures. Donc l'impact sur le marché du véhicule neuf, c'est compliqué. Il y a les articles de presse qui expliquent bien que dans tous les cas, au vu de la pression qui est mise par le gouvernement d'impacter les entreprises, je ferai juste un peu de rappel. En 2024, on a eu une nouvelle taxe qui s'appelle la TAVT, qui était une taxe assez ferme, qui prenait taxe au poids, je ne sais pas si vous vous souvenez, les émissions de CO2 qui baissent, on était déjà très habitués, qui a regroupé ça et qui a impacté encore plus lourdement. Premier impact financier, mais encore, je dis un des premiers impacts assez lourds, nouveau, qui est tombé pareil, avec une loi de finances qui, alors je ne sais pas comment font mes homologues, mais quand vous avez une loi de finances qui tombe fin janvier ou début février, normalement les budgets sont déjà réalisés. Donc, ça veut dire que ça vous tombe comme ça d'un coup et il faut pouvoir l'absorber. Et en 2025, vous avez le cas pratique avec justement ce système d'électrification, loi de finances. Jacques parlait tout à l'heure des pénalités de verdissement qui sont là. Le terme est là, c'est une incitation, alors je ne sais pas le terme, donc je pense qu'ils ont été aussi très créatifs, c'est une pénalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont la volonté absolue de transformer leur parc et de décarboner, comme beaucoup. Mais techniquement, vous avez aussi un lot de véhicules, des engagements de commande, des volumes qui sont déjà faits. Et on vous dit, non, vous devez avoir tel taux à faire, loi LOM qui était initialement faite. Après, ils ont un peu durci les éléments. Mais ils l'ont durci, là, avec non plus de l'incitation, mais avec des pénalités financières. Donc, du coup, on voit qu'il y a une pression très, très forte du gouvernement sur les flottes et sur l'impact financier. Je pense très objectivement qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que ça va impacter, Jacques en parlait, des prolongations, moins de commandes de voitures. Pourquoi ? Parce que les entreprises vont commencer à se gratter la tête pour trouver des alternatives, compensation salariale, ça se fait dans certains pays, de penser des alternatives de crédit mobilité, pour se dire la voiture, je ne sais pas, si aujourd'hui tous les ans on a des impacts financiers aussi lourds, à un moment donné, on se posera les vraies bonnes questions de qui peut en avoir au final.
Et donc, du coup, ça va remettre vraiment sur la table cette équation et ce bon équilibre. Donc, la courte ou moyenne peut être une alternative pour justement temporiser et de voir un petit peu cette ligne d'horizon qui aujourd'hui est un peu dans le brouillard, si je devais faire une image. En revanche, très objectivement, je ne sais pas jusqu'où ce gouvernement ou les gouvernements vont aller, mais c'est très inquiétant en tout cas pour nous, pour arriver à piloter sainement un budget, une ligne directrice simple, et puis objectivement d'avoir des collaborateurs qui ont des voitures et qui ne sont pas trop impactés. Bien sûr, Voilà. ouais. Donc c'est cet équilibre-là qui vient tous les ans se chahuter. Un patron d'industrie d'une marque, d'un constructeur, était passé à l'Assemblée et avait expliqué que je crois qu'il y avait eu 17 changements de loi en l'espace de quelques années. Oui, c'est très perturbant. À un moment donné, c'est... cette stabilité financière, cette stabilité, pas financière, mais cette stabilité de loi, ou en tout cas, que c'est tout le souhait qu'on peut avoir, c'est d'arriver à dessiner une trajectoire financière, décarbonation. Et puis, je pense qu'on est un pays très contributeur de l'électrification. Ouais. Mais on ne donne pas les perturbé. moyens. Il y a effectivement, voilà, exactement. C'est que, comme vous disiez, c'est un juge moderne, injuste, inquiétant, peut-être un manque d'accompagnement aussi, malheureusement, en interne. Mais je vois aussi, il y a une fonction qui est importante également. Je ne sais pas, Laurent, on en parlera chez vous, mais également, ce qu'on constate, est-ce que la fonction RSE, aujourd'hui, qu'on voit plus dans les grands groupes, est-ce qu'aujourd'hui, elle rentre notamment dans ces négos? Est-ce qu'effectivement elle rentre dans l'engrenage, dans le système? Est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce qu'elle parle justement? Est-ce qu'elle s'exprime? Parce que c'est un poste aussi qui se développe de plus en plus. On n'en a pas parlé, au-delà du DAF, des RH, mais la partie RSE est importante également. On a beaucoup d'appels d'offres avec donc des cahiers des charges, et puis il y a toujours maintenant un pavé RSE, ce qui est logique, et auquel on s'adapte évidemment, et puis c'est pas très compliqué, parce que... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de sociétés qui s'engagent sur des émissions de CO2 qui doivent se réduire. Ça passe par l'aérien, ça passe par le train, le ferroviaire, et ça passe par la voiture aussi. Et donc, nous, on s'est adapté à ces demandes-là RSE, où tous les mois, tous les trimestres, on nous demande un bilan carbone de ce qui a été émis comme émission de CO2 pendant la période sur les locations qui ont été faites en courte et moyenne durée. Donc, on ne les a pas forcément, les responsables RSE, en face de nous, mais en revanche, il y a toujours un pavé de plus en plus important et de plus en plus précis, un cahier des charges précis sur, OK, on veut un prestataire qui puisse s'engager sur de l'écovadis, sur des choses comme ça. Donc, évidemment, cette population-là, en tout cas, ces responsables-là, ils sont présents. Ouais. Mais depuis un petit moment, déjà. Bien sûr, ça fait quelques années. Et c'est bien, d'ailleurs. Ça nous pousse vers l'excellence. Ça facilitera la transition, ça doit accélérer notamment la transition. Mais, je dirais que les responsables RSE, ils comprennent aussi les contraintes que nous avons. Donc, on n'est pas dans... ils ne nous imposent pas des trucs complètement délirants à proposer aux collaborateurs. Moi, je rejoins tout à fait Laurent sur l'effet de surprise, l'effet de bombe. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour nous tous, le côté d'injustice. Et je suis persuadé qu'il va y avoir des impacts sur le marché automobile, ça c'est sûr, sur des sociétés qui vont essayer de contourner le truc. Je pense que... Et c'est très court-termiste en plus comme vision, je trouve. Alors on s'adapte, on est prêt à le faire, nous tous, et on trouve des solutions, mais c'est compliqué de... faut être résilient, créatif, agile. mais par contre, je pense, pour ajouter ce que disait Jacques, et la fonction, je pense que la notion aujourd'hui de prise de décision avant dans les flottes était assez limitée. C'était souvent 1, 2, 3 personnes. Maintenant, ça demande un peu plus d'étoffer le nombre de personnes parce que les impacts sont beaucoup plus conséquents. L'ESG, le RSE en fait partie. L'aspect, bien sûr, RH a toujours été omniprésent, mais elle l'est. Le côté achat, pour arriver à maîtriser aussi son engagement et sa dépense. Tous ces éléments-là sont d'autant plus maintenant analysés comme quelque chose de rituel et de régulier, ce qui est bien. Mais en étant un petit peu optimiste, parce que je ne veux pas que les gens qui nous regardent se disent « Oh là là, on est en train de se plaindre ou de parler », mais en étant optimiste, je pense que ça met en lumière l'activité. Dans des temps un peu complexes, ça met en lumière l'agilité qu'il faut avoir,
la complexité du marché, certes, mais ça met surtout en lumière l'agilité d'un responsable de parc qui doit naviguer avec, d'un côté, tous ses collaborateurs qui attendent de lui des choses simples, de l'autre côté, quelque chose qui est bouillonnant. Voilà. Et ça met du charme. Voilà. D'accord. Non, mais c'est en plus, enfin nous, on le voit de notre côté, c'est bon. Évidemment, il y a des échanges sur le prix et c'est nécessaire, mais on est de plus en plus sur des échanges, sur des solutions, sur des problématiques, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa de pouvoir le travailler. C'est de l'accompagnement. Exactement. Et moi, c'est l'intérêt de notre métier aussi, c'est de trouver des solutions. Donc, je suis d'accord, restons optimistes, parce que les solutions existent, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Organisateur, médiateur, simplifié. Je pense que, en fait, Jacques a donné vraiment le bon mot, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie passerelle qui est faite, très objectivement et très simplement, il y a une vraie passerelle qui est faite de conseils des entreprises, que ce soit l'ensemble de l'écosystème de l'automobile, pour vraiment apporter une lumière aux responsables de parc, qui entendent de la TVA, une loi de finances, un AEN, un changement de ci, un changement de ça, plein de marchés qui s'ouvrent, plein de modèles qui sortent. Voilà, on est débordé de plein de choses. Donc, d'avoir aussi ce rôle de conseil, eh ben, je dirais que dans le groupe de personnes, aujourd'hui, que je citais il y a quelques instants, eh bien, justement, maintenant, le côté partenaire a d'autant plus d'intérêt qu'il y a quelques années. Parce que je pense qu'on est tous impactés de la même manière, soit en se disant qu'on a une vision à moyen ou long terme qui est peut-être pas si belle que ça sur le monde de l'automobile, parce que justement, il y a eu des effets un peu rapides, de pansement, de solutions un peu de briquet de broc, comme on peut le penser chacun dans notre coin. Mais en même temps, on se dit, OK, mais nous, on va garder ce cap. Voilà, on va garder cette ambition et ce cap de transformer, de décarboner intelligemment. Voilà. Et c'est là où je dis que ça mène du charme. Bien sûr. Parce qu'on va essayer de créer de l'intelligence. Donc, ça mène du charme. C'est bouillonnant, complexe, mais passionnant. Je suis assez d'accord avec vous, Laurent, c'est que c'est la passion qui anime les trois personnes autour de la table. Voilà, donc un grand merci. Merci. J'avais aussi un autre sujet. On l'a vu, tout le sujet des AEN, l'électromobilité, les points RH sont effectivement passionnants et très intéressants. Il y a un point également aussi que je pense peut intervenir, ça apporte une vraie brique. Il y a un constat sur ce qu'on appelle les retours constructeurs. Il y a de plus en plus de véhicules de retour en termes de temps et de nombre. Comment aujourd'hui Sixt, les équipes accompagnent notamment les entreprises sur ce sujet? Alors, déjà, nous aussi, on a impacté par les retours constructeurs. Donc, quand on a un mauvais lot, c'est toujours ça commence par là, effectivement. Ouais. Mais heureusement, on travaille avec beaucoup de marques et on est en buyback. Donc, nous, on a un taux de rotation de en moyenne 4 mois et demi de nos véhicules. Donc c'est quand même assez pratique dans ces situations-là. Non, oui, on a eu des sociétés, des constructeurs automobiles qui ont des problèmes avec des airbags et qui ont dû les conséquences, c'est pour les responsables de flotte, vous avez dû immobiliser des voitures, un peu plus de voitures que d'habitude de votre parc et un petit peu plus longtemps. Et du coup, nous, on a été très sollicités pour venir compenser ces véhicules qui sont à l'arrêt pendant plusieurs jours, plusieurs semaines en fonction de la panne et du rappel et de la problématique. Donc là, oui, c'est une vraie solution. C'est l'ensemble de la profession, la LCD. Là, on a été très sollicités pour ce type de besoin. Mais la problématique, c'est que les rappels constructeurs, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent, on ne sait pas sur quel type de véhicule, sur quelle marque, donc c'est compliqué. Il faut être souple. Ça peut être de la marque allemande, de la marque française. Ouais. Donc là aussi, pour vous, responsables de flotte, si vous mettez un ticket à 100% sur une marque qui fait un rappel sur un paquet de véhicules, c'est compliqué. Ouais, donc ça apporte vraiment une solution de souplesse et d'agilité par rapport à cette problématique. Et vous, Laurent, vous avez été justement confronté à ce type de problématique? Comme toute entreprise, je pense qu'on est en 2025. On peut avoir des véhicules qui sont sortis juste après le Covid, avec une difficulté soit technologique, soit de qualité, soit ci et là. Ça peut arriver. On parlait des problèmes d'airbag, ça c'est plus structurel, mais on peut avoir des problématiques beaucoup plus récentes. Tout va dépendre des marques. Toutes les marques ont été impactées et historiquement, toutes les marques ont eu. Mais je pense que l'idée, c'est de trouver l'alternative. Voilà. L'idée, c'est de challenger les alternatives au bon moment. Certes, on prend, comme on le dit, c'est comme un accident. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais globalement, c'est de comment on fait en cas d'eux ou comment on agit dans ce genre de moyens. Donc aujourd'hui, les solutions, c'est soit de prendre un deal en direct avec un
un des acteurs majeurs de la location courte et moyenne durée, soit de passer par son leaser, donc son loueur longue durée, soit il peut y avoir encore d'autres... Comment ? Ou la propre flotte. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Il peut y avoir un parc pool, il peut y avoir des alternatives aussi, même faites comme cela. Souvent, ça se situe entre le premier et le deuxième cas, sauf pour les très grands groupes qui ont des parcs avec quelques voitures de pool en disponibilité. Et ce sujet-là, déjà, il est propre à chaque entreprise, chacun a sa stratégie à faire. Par contre, la complexité des rappels constructeurs, on a pu le voir sur certains constructeurs, elle a été assez large, assez impactante. Et là, ça impacte frontalement les coûts du responsable de flotte. Pour la même exploitation, il paye plus cher. Il a même une double peine parce qu'il paye son loyer, il paye en plus quelque chose, etc., etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il faut... on parlait de référencement, on parlait de choix, on parlait de stratégie. Je pense que c'est un des critères qu'il faut intégrer. Je pense qu'en France, on n'intègre pas 2 critères majeurs pour moi qui me semblent être... qui peuvent paraître abstraits comme ça de l'extérieur, mais qui ont les impacts foudroyants. Le premier, c'est simplement le bénéfice sur la sinistralité. Aujourd'hui, on est tous d'accord que dire nos véhicules sont très bien équipés, d'un point de vue technologique, on est sur des véhicules hyper pointus, mais on n'arrive pas à valoriser le bénéfice de tous ces systèmes-là d'un point de vue prévention au risque routier. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, autour de ça. Alors, je ne sais pas si c'est avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, ou si c'est avec des acteurs aussi à faire, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant. Quand on référence une voiture qui peut être de très bonne qualité, elle a plein de radars, plein de solutions, elle aide, elle rattrape la personne quand elle s'endort, etc., etc., on ne le valorise pas. Et je pense que ça devrait être valorisé, parce que c'est un élément clé pour l'entreprise. Et le deuxième point, c'est la fiabilité. La fiabilité, aujourd'hui en France, on ne regarde pas ce scoring, ce TripAdvisor, si je devais le caractériser comme ça. En Allemagne, ils le font. Ils ont cette notion ils aiment bien mesurer beaucoup de choses en Allemagne, mais ils ont ce scoring de dire, voilà, on sait donner quelques éléments de fiabilité, de durabilité sur les véhicules. Et je pense que c'est aussi des nouveaux éléments à intégrer dans la décision des voitures. Alors, sur le thermique, à mon sens, ça me semble une évidence. De le transposer sur l'électrique, c'est peut-être un marché jeune, encore. On a une effervescence dessus. Mais en tout cas, d'intégrer ces 2 composants dedans, pour moi, c'est un combo gagnant pour l'avenir. Ouais. Ça fait partie des éléments. Vous prenez régulièrement certaines marques, je ne dirais pas dans des transports, vous prenez des transports de mobilité payantes, avec des écriteaux, vous savez, rouges, ouverts. Je n'ai pas dit quoi. Vous voyez les marques avec lesquelles ces personnes roulent. Ouais. Vous les interrogez, vous leur demandez. Ouais. Ce sont les premiers acteurs qui roulent énormément. Et là, dans ces cas-là, ça vous donne des éléments. Donc vous avez déjà une de vos premières réponses qui est faite. Et après, sur le côté prévention au risque routier, je pense que c'est aussi un élément clé pour une entreprise. C'est juste quelque chose sur lequel il faut être vraiment intraitable, mais on ne le prend pas comme un critère décisionnel. Et je pense qu'on revient sur l'aspect essayer, tester. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je dis ça, ça fait beaucoup de questionnements. Et je reviens sur le mot brouillard que l'on peut avoir, je pense que le test par de la courte ou moyenne durée est un bon moyen de tester. Jacques parlait de pop-up avec des essais de voitures, c'est une très bonne idée pour pouvoir déjà découvrir et connaître, parce qu'on souvent on ne connaît pas certaines marques, mais ça permet également de voir d'un point de vue technologique, d'un point de vue durabilité, etc., histoire, si on fait ces bons choix. Parce que je parlais d'engagement de 3-4 ans, il ne faut pas trop se tromper. Voilà. Et donc du coup, tous ces éléments-là composés fait que c'est inévitablement l'aspect technique, c'est hyper important de le résoudre par ce biais-là, soit de prendre une décision en direct, soit d'avoir un pool, soit de passer par son leaser. Chacun l'adopte en fonction de sa politique, mais c'est également de préparer le coup d'après, et c'est de se dire, ok, c'est peut-être arrivé à un moment T, j'ai pas envie que ça se reproduise, donc comment je travaille en profondeur ou de façon structurelle pour éviter que ça se reproduise. Et c'est ça qui est intéressant d'approfondir. De prendre en compte. Je pense qu'on peut quelquefois l'oublier en se disant que c'est normal, une voiture doit être équipée de 50 capteurs, des pneus énormes ou un truc comme ça. Non, je pense qu'il faut le valoriser. D'accord, donc c'est un élément complémentaire à prendre en considération dans le métier. Très bien. Merci Laurent, nous allons bientôt au terme notamment de cette table ronde. Avant de passer aux questions, est-ce qu'un petit mot en complément, est-ce que vous souhaitiez
compléter les propos de Laurent ou par rapport justement au sujet que nous avons abordé? Un petit mot? Un petit mot. Un petit mot. Un petit mot de la fin. Passion. Passion. Un tout petit mot, mais qui veut dire beaucoup. Laurent l'a bien dit. Non, mais ce qui nous arrive, c'est contraignant, mais c'est très excitant. Donc voilà, nous, en tout cas, on fait partie d'un groupe qui est très moteur dans cette dynamique-là. On a anticipé des choses, pas tout, parce qu'il y a des choses qui nous sont tombées dessus. Mais en tout cas, on est très réactifs et ça nous permet de rencontrer des décideurs comme Laurent pour, en tout cas, les conseiller et puis parler d'une passion commune. Et puis je vous dirais, Jacques, Laurent, comme vous êtes des passionnés, quand on est passionné, on fait mieux les choses. Et les résultats sont meilleurs. Donc voilà. Donc c'est très bien. C'est une bonne chose. Guillaume, pareil, est-ce que... Pareil, je dirais qu'effectivement, je rejoins les propos de Laurent. Essayer via la location courte durée ou moyenne durée, c'est vivre l'électromobilité sans échec. Hein. Donc, vous le mentionniez, Laurent, et c'est exactement ça, effectivement. Ça permet de mesurer sur un temps plus ou moins court, d'expérimenter et de voir dans quelle mesure on peut basculer une partie des collaborateurs en véhicules électriques dans les plus brefs délais. Très bien, merci Guillaume. Donc, avant de conclure, nous avons 2 questions. Donc, je n'ai pas mes lunettes, donc je vais lire les questions. La première, c'est quelle est maintenant la différence à prix remisé équivalent de l'AEN, donc mensuel ou annuel, entre un PHEV et un full électrique? Cela ne va-t-il pas tuer le marché du PHEV en entreprise? Pour l'interrogation. Qui souhaite s'exprimer sur le sujet? Merci. Donc Laurent. D'abord, merci pour la question. Oui, merci. La différence, il faut la calculer vraiment, c'est mathématique. Hein. On prend, c'est ce qu'on appelle les valeurs investies. Les valeurs investies, c'est les prix des véhicules remisés. Pourquoi la question parle de PHEV, le PHEV version électrique, c'est que ces 2 véhicules-là ont un bénéfice de l'abattement. En fait, de la minoration, Jacques en parlait de 50 qui est passé à 70%, mais qui revient d'un point de vue mécanique aux 50% qui était fait avant. Ça revient à peu près à la même. Le PHEV aujourd'hui a été laissé dans le décret des avantages en nature. Très sincèrement, on en a beaucoup échangé, même à l'ARFA et à l'Agora. On n'a pas compris pourquoi ce type d'énergie, ce type de solution avait été laissé. On ne l'a pas compris au départ. Après, c'est une vision d'avenir. Pourquoi pas? Aujourd'hui, le thermique, on voit que le thermique est en train de basculer et petit à petit s'éteindre. L'électrique prend une grande place majeure, mais l'électrique ne pourra pas répondre à tout. Ne pourra pas répondre à tout. Ça, c'est une évidence. Même demain, vous prenez l'ensemble du territoire, vous mettez des bornes partout, on n'aura pas la capacité à pouvoir tenir. Il me semble qu'on n'a pas très longtemps, lors d'un gala, entendu quelqu'un qui nous a expliqué qu'il fallait plusieurs centrales nucléaires pour pouvoir absorber tout cela. Donc on va être dans un moment où il va falloir créer ce côté un peu mixité des éléments. Le PHEV, à ce moment-là, si les autonomies sont beaucoup plus intéressantes, pourra relever ce défi. Vous dire factuellement quel est le bénéfice entre les deux ou l'euro à l'euro, c'est un calcul juste mathématique, très simple à poser dans une feuille. J'aurais tendance à dire, ça va dépendre des modèles, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà, il peut y avoir beaucoup de composantes qui font ça. En tout cas, ce sont 2 alternatives, prix et solutions, qui sont aujourd'hui à regarder vraiment avec la plus grande attention. Le PHEV a eu un très, très grand procès au départ, faible autonomie, grosse consommation. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par les constructeurs sur ce produit-là. Et on voit des marques asiatiques aussi qui arrivent très fortes avec ces solutions-là. Je pense qu'il faut le regarder pour une vision moyen ou long terme. Court-termiste, je ne sais pas encore. Je pense que la transformation n'est peut-être pas encore assez mature, mais c'est... on voit les autonomies, Renault annonce des autonomies à plus de 1000 km, on voit des Coréens qui annoncent même à 2000 km. On est sur des stratosphères, hein. On est vraiment sur d'autres environnements que ce qu'on pouvait avoir. Donc on est encore sur une autre composante d'énergie. On a parlé du marché bouillonnant de l'électrification. Ça se trouve, le prochain est le PHEV qui va revenir de façon beaucoup plus intense que ce qu'on connaissait. Et je reviens sur ce terme, c'est ce qui met beaucoup de charme. Voilà, au job. On ne s'ennuie jamais. Donc c'est une perspective complémentaire, intéressante. Donc merci pour l'éclairage.
Et aussi, j'apprécie beaucoup votre accent en anglais pour le PHEV. Donc, j'apprécie vraiment Mais il n'y a pas de quoi, ce petit accent. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, tenez-vous compte dans le calcul de l'avantage en nature de la diminution d'usage d'un véhicule souffrant de problèmes techniques récurrents et non réglés par le constructeur? Exemple, véhicule, je ne vais pas citer, EQA ne pouvant pas être rechargé. Là, c'est pareil, c'est très technique, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, c'est très technique. C'est une très bonne question et je pense qu'on pourrait. On pourrait, si on devait décortiquer attentivement les journées d'immobilisation, pouvoir déduire vraiment le temps d'usage du véhicule de fonction au réel. 30 jours dans un mois, j'ai utilisé 10 jours parce que j'ai eu 20 jours, je peux justifier de cela. A contrario, il faut pouvoir justifier de cela, mais attention, c'est que si on a pris un véhicule en moyenne durée, en courte durée pendant ce laps de temps, parce que les immobilisations peuvent durer un temps certain, il faut voir la balance, il faut voir l'équilibre. Je pense que d'un point de vue légal et technique, je pense qu'on peut le faire. On peut le décomposer ou le siloter de cette manière-là. Par contre, normalement, quand on a une voiture qui est immobilisée, on a le bénéfice d'une autre voiture. Pour une grande majorité de personnes, sauf des gens qui n'en ont pas le besoin, mais dans ces cas-là, il faut se poser la question de départ, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture ? Donc de fait, il peut y avoir aussi un regard global à regarder sur la partie avantage en nature. Très bien. Merci Laurent. On a le temps, je pense, pour au moins une question. Donc c'est une question d'une personne que je connais bien. Peut-on déduire une lock LMD full électrique dans la LOM? Et est-ce que ça signifie que dans la déclaration LOM, nous devons déclarer toute lock LCD et LMD? Là, je pense que... Oui. Et oui. Effectivement, le jour de location compte bien effectivement dans le reporting correspondant à la loi LOM. Que ce soit un jour, ou 3 mois, ou 6 mois, ou... Ouais. J'ai juste une remarque, je trouve que leurs questions sont plus faciles que les miennes. Oui. Ils n'ont pas besoin de parler en anglais en plus. Très clair. Okay. J'ai aucun doute. Alors, dernière question. En tout cas, oui, on vous le confirme. Réponse nette, précise. Voilà, donc vous avez la réponse. Nathalie, voilà, je n'aurai pas le nom pour cette question. Une autre question, qu'entendez-vous par grand rouleur? À partir de quel kilométrage quotidien estimez-vous qu'un conducteur peut être qualifié ainsi et donc non éligible à l'électrique? Alors, nous, ce que je vous disais, c'est que on s'aperçoit que 30% des locations courte et moyenne durée, c'est des locations de moins de 3 jours, moins de 150 km sur cette durée-là. Donc déjà, vous avez 30% de votre parc qui est déjà isolé dans ce cas-là. Après, vous avez des grands rouleurs qui sont identifiés par vous, responsables de flotte, parce que vous avez les remontées des kilométrages. Et donc là, nous, un grand rouleur, c'est celui qui va faire plus de 400 km par jour, où là, il faut traiter, et c'est à peu près l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique. Et c'est là où il faut se poser la question, en PHEV aussi, on peut le dire en anglais. Bravo aussi pour votre accent, Jacques. Merci beaucoup. Très clair. Et de l'électrique, du thermique ou de l'hybride. Donc moi, mon cut, c'est 400 km jour. Très bien, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, merci, nous avons au terme de cette table ronde. Donc, merci Laurent, merci Guillaume, merci Jacques. Nous enverrons très prochainement le replay pour que c'est effectivement le revivre pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et nous retrouvons effectivement lors du prochain workshop iNews Mobility. Et merci effectivement de votre présence et de votre attention. À très bientôt. Au revoir.